Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour notre petit 8 à 9 quotidien et bienvenue pour une nouvelle émission de 28 minutes. Et bien le bonsoir, chers amis autour de la table. Et l'actualité, c'est le trafic de drogue de plus en plus important en France. Tous les territoires sont touchés. Une note de l'Office anti-stupéfiants alerte sur le phénomène et le gouvernement tente de trouver une réponse. Et le point commun à ces phénomènes d'ensauvagement, bien souvent, c'est le fléau du narcotrafic. Et il a trouvé malheureusement, pas seulement dans les grandes villes, mais dans les villes de province, et y compris en milieu rural, qui étaient des zones et des régions plutôt tranquilles, un nouveau marché. Alors pourquoi la France est-elle particulièrement touchée par le narcotrafic? Est-il possible de lutter contre et d'apporter une réponse à une demande de consommation de plus en plus forte? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui chaque soir allument le barbecue pour nous proposer une chronique cuite à point. Bonsoir Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Alors au programme ce soir, Quentin. Un monstre qui porte le deuil d'une nation. Godzilla est le visage des traumatismes nucléaires japonais. 80 ans après Hiroshima, il a su se renouveler et fascine toujours autant. Et vous, Marjorie? On va partir aux États-Unis où la ségrégation raciale est interdite depuis la fin des années 60. Pourtant, un petit village dans l'Arkansas crée la polémique. Figurez-vous qu'il est interdit aux personnes non blanches. Eh bien, on vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, si je vous dis « il est frais mon poisson », c'est que du local, ou une bouteille d'huile d'olive 45 €, c'est mon meilleur prix. On pense tout de suite au marché, celui qui nous nourrit, celui qui nous réjouit et parfois nous énerve. Olivier Erasmon a, dans son dernier livre, inspecté les marchés de France, ingrédients, selon lui, d'une société heureuse, et il vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Olivier Erasmon. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et écrivain. Votre livre, c'est celui-ci. On n'a que du beau. Le marché, ingrédients d'une société heureuse, publié chez Éco-Société. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir Nacha Triou. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors Olivier Erasmon, autant attaquer les choses dans le dur directement, les questions qui fâchent. Vous avez autopsié tous les marchés de France, presque. Quel est le plus beau, selon vous? Il va falloir se lancer ce soir. Le marché Saint-Louis à Lyon, qui est celui où je vais le dimanche matin, évidemment. Voilà. Très bien, vous avez répondu directement, de quoi vous faire beaucoup d'ennemis. En tout cas, le marché, en fait, vous l'avez ausculté, il faut dire, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Pourquoi d'ailleurs celui-ci, selon vous, est le plus beau? Parce que vous y alliez? Mais parce que je finis par connaître des commerçants, parce que j'y croise des voisins, parce que j'y ai des habitudes. Et je pense que si on nous pose la question à chacun, on va répondre à peu près la même chose. Souvent, on en a un ou deux de préférence, le sien et puis celui des vacances. C'est vraiment celui qu'on côtoie presque au quotidien. Exactement. Eh bien, le marché, on va en parler justement tout de suite. Mais juste avant, sachez que vous êtes ici parce que vous avez le profil idéal pour nous parler justement de l'importance des marchés dans notre société. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Olivier Boucreux. Olivier Erasmon, vous arpentez les villes et les marchés. Avec l'été revient le plaisir d'aller y flâner, goûter, acheter. C'est toujours 10 francs? Ah non, c'est 12. Pour raconter ces lieux aussi vivants qu'essentiels, vous, le journaliste et auteur, vous avez le profil idéal. Né à Lille en 1967, vous choisissez très tôt d'observer nos villes et vous préférez le terrain aux théories. Dans le journal Le Monde, notamment, vous enquêtez sur les mobilités, l'urbanisme, la dévitalisation des territoires. Vous pointez les effets concrets de l'étalement urbain, commerce rayé de la carte, quartiers éloignés, liens sociaux distendus. Une ville, c'est pas seulement des commerces, c'est pas seulement des murs, c'est aussi des habitants. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ces villes de France. Chacun de vos livres éclaire une facette de ce que signifie vivre en ville. Vous mettez de l'humain dans l'urbain. Comment la France a tué ses villes démonte l'illusion des zones commerciales et plaide pour redonner vie au centre-ville. Le pouvoir de la pédale réhabilite le vélo comme outil d'égalité, loin des clichés. Chronique impatiente de la mobilité quotidienne donne à lire une France fatiguée de subir ses trajets. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, et c'est en plus de ça une demande récurrente, d'avoir davantage de proximité, de vivre à proximité des lieux de destination, que ce soit les lieux de travail, les lieux d'administration, les lieux familiaux et puis les lieux de commerce. Avec On n'a que du beau, vous posez votre regard sur un lieu que vous fréquentez régulièrement, le marché. Pas seulement forain, pas seulement alimentaire, mais ce rendez-vous public où se joue chaque semaine une scène de vie urbaine. Vous y allez par goût, par curiosité, par besoin aussi. Vous y entendez ce que beaucoup n'écoutent plus. 2 € les jeunes. L'inflation, les recettes, les solitudes, les accents, les colères. Tout trop cher. Le marché est pour vous un théâtre fragile, un concentré d'enjeux contemporains.
Climat, santé, lien social, il pourrait être un levier central des politiques urbaines, mais il est souvent relégué. Les élus viennent y tracter, mais jamais y investir. Vous le prenez au sérieux. Le marché, c'est la ville à visage humain. On ferait bien d'y croire un peu plus. Voilà, Olivier Erasmont, dans votre livre, on n'a que du beau. Alors on s'aperçoit, il y a un chiffre, il y aura entre 8 000 et 12 000 marchés en France. Est-ce qu'on peut dire que d'avoir autant de marchés, c'est une spécificité française? En fait, oui. J'y croyais pas en commençant l'enquête, mais je me suis rendu compte que finalement, de manière assez récurrente, dans les pays d'Europe, il y a des marchés dans les villes, dans les grandes villes, parfois dans les villages, autour des lacs italiens, mais pas autant, pas ce côté un peu systématique de la bourgade de 2000, 3000 habitants, avec le marché, le distributeur de monnaie, le café du coin, et tout le monde qui se retrouve à la fin du marché. Et ça, vraiment, j'ai vu qu'en France. Est-ce que c'est lié à notre amour pour la nourriture? Un peu. Alors, je pense que oui. C'est-à-dire que ça reste malgré tout constant. Il y a ce rapport à la gastronomie qui est plus fort en France que dans les pays voisins. Et puis, il y a une autre raison un peu plus négative, c'est que la France a multiplié les grandes surfaces périphériques qui ont tué les commerces de centre-ville. Et donc, tous les commerces de proximité sont en difficulté, ont été dans certaines villes, il n'y en a pratiquement plus. Et le marché reste le dernier endroit où on peut faire des courses de produits frais en centre-ville et pas en périphérie. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les marchés sont florissants. Mais parfois, ils se tiennent dans des bourgades de 5000 habitants sur fond de vitrines vides. Alors, sur le marché, on voit qu'il y a des fruits et légumes, il y a de la rôtisserie, puis il y a aussi des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques que l'on croise, puisqu'ils viennent encore au marché pour tracter. C'est vrai que quand on va se promener quelque part, on rencontre lors de campagnes municipales, comme ce sera le cas l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un endroit important encore pour les politiques. Alors, il y a une raison à ça toute simple, c'est que c'est le domaine public. Et donc, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Si on doit aller dans une gare, c'est interdit. Sur un parking de supermarché, il faut demander l'autorisation du promoteur, du distributeur. Là, sur le marché, c'est possible. Donc ça, c'est une première raison. Et puis en plus, il y a toujours cette espèce de mythe de lieu français, qui est en plus de ça un lieu de nourriture, bon vivant, bienheureux, où tout se passe très bien. Et donc, on le voit. Alors, non seulement les politiques le font, mais ce qui est amusant, c'est dans les articles politiques que je lis régulièrement, on a toujours, oui, cette mesure-là, n'a pas encore été testée sur les marchés. Alors, tiens, on pense le marché financier, non, les marchés forains. Et donc, à chaque fois, ça revient, oui, tel politique, il est très, très bien, mais alors, il ne va pas souvent sur les marchés. Bon, on dirait, c'est vraiment une sorte de... On dirait qu'on a rassemblé là des gens dont le métier, c'est de jouer le rôle de figurant pour les politiques qui viennent faire leur... Alors, Olivier Erasmont, c'est étonnant, d'ailleurs, puisque finalement, c'est prisé les marchés par les politiques au moment de tracter. En revanche, c'est complètement oublié des politiques urbaines. Totalement. Ce que vous déplorez. C'est-à-dire que c'est étonnant. C'est-à-dire que quand un politique va dans une usine, il va parler d'industrie, dans une école d'éducation, et au marché, il va parler de lui. Et effectivement, ce qui se passe quand on regarde, le marché répond à toute une série, le marché forain, répond à toute une série de préoccupations contemporaines, ne serait-ce que la connaissance des produits alimentaires, des fruits et légumes, que beaucoup de gens n'ont pas forcément, la convivialité, la proximité, les circuits plutôt courts, pas toujours, mais plutôt courts, des produits plutôt locaux. Et en fait, il y a toute une série de politiques publiques qui s'adressent à ces sujets, qui essaient de répondre à ces enjeux, revitaliser les centres-bourgs, faire en sorte qu'il y ait des villes plus agréables, piétonisation temporaire. Ah, ce serait bien si on avait chaque semaine un lieu où on pourrait se retrouver pour faire quelque chose ensemble, etc. Mais vous l'avez sous vos yeux, c'est le marché. Ah, et alors ils répondent, ah, bah j'y avais pas pensé. Et c'est très étrange, en fait, le marché passe sous les radars. Alors vous dites ça passe sous les radars de la part des politiques, mais est-ce que du côté des Français, des consommateurs français, est-ce qu'on n'a pas un peu l'image fantasmée du marché, d'une France idéale, du marché voilà, qui est en bas, qui est autour, sur la place du village, la place de la petite ville? Est-ce qu'on ne fantasme pas un peu ça aujourd'hui, alors que ça peut être aussi un peu différent, un marché? Les marchés, il y en a quoi, entre 8 et 12 000 en France, on ne sait pas exactement d'ailleurs, on ne les répertorie pas assez. Et en fait... il est à chaque fois le miroir de son quartier, le miroir de sa ville. Donc oui, il y en a qui ressemblent un peu au marché de village, au marché de Provence, tel qu'on l'imagine, de Gilbert Bécaud. Et puis d'autres qui sont des marchés de quartiers populaires, des marchés de baba cool, de villages de la Drôme. D'autres, voilà, il y a toute une série de marchés évidemment bourgeois, des marchés bobos. Il y a toute une série, et parce que le marché s'adapte de toute façon à son environnement, il est le reflet de la ville qui l'entoure. Et finalement, quand on parle avec les gens, il est
est assez rare. Alors, il y a des gens qui n'y vont jamais, mais il est assez rare de rencontrer des gens qui seraient contre le marché. On trouve absolument scandaleux. Oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup d'objets. Il n'y a pas beaucoup d'objets comme ça. Hein, quand vous parlez de vélo, de SUV, de ski, je ne sais pas. Là, vous avez des gens qui vont être contre. Là, le marché, non, il n'y a pas de gens qui sont contre. Alors, Olivier Razon, dans votre livre, vous parlez également d'un phénomène récent, les food courts, ou food hall, ou encore les halles gourmandes. Et on va voir avec vous, Natacha, que ce concept fait recette. Oui, en France, ce sont des établissements qu'on fleurit un peu partout. Ouais. On en voit dans les métropoles, dans les villes moyennes, en juin à Laval, bientôt Quimper, Lorient, Maubeuge. À première vue, ça ressemble à nos marchés couverts. Ils sont souvent installés dans des friches industrielles rénovées. Ce sont des espaces hybrides entre lieux culturels et comptoirs gourmands. On y passe d'un stand à l'autre et on peut y déguster, par exemple, des kebabs d'andouillettes ou de la pastilla au pigeonneau. Alors, le concept nous vient du New Jersey en 1974. Ça s'est développé ensuite dans les années 80 dans les pays anglo-saxons et en Asie, avant d'être popularisé à Lisbonne et à Londres. Alors, ces halles reprennent les codes du marché avec cet esprit convivial, mais en réalité, elles sont basées sur un autre modèle économique. Elles sont portées par des opérateurs locaux, mais aussi des grosses entreprises, comme Biltoki, par exemple, qui en possède 12 sur le territoire. Olivier Razon, finalement, les halles gourmandes comme ça, est-ce qu'elles sont une menace pour les marchés ou une façon de les moderniser ? C'est tentant pour un maire ou pour des acteurs économiques locaux de se dire, tiens, le marché anime la ville tel jour, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et donc, on va essayer de répliquer ça. Et en plus, à la fin du marché, il y a un moment convivial où les gens se mettent, comme dans la halle d'Avignon ou de Narbonne, à manger sur un coin de table. Donc, on va répliquer ça et on va en faire un lieu de destination. Sauf qu'on oublie que le marché, pourquoi il est un lieu de convivialité ? Mais parce qu'il est aujourd'hui et pas un autre jour. Si on se retrouve le samedi matin, c'est parce qu'on ne peut pas le faire le mardi après-midi. Si c'est ouvert tous les jours, la probabilité de croiser son voisin est quand même beaucoup plus limitée. Et puis en plus, comme ces exploitants ont besoin de faire de l'argent, tout simplement, ils augmentent les prix des loyers. Les commerces doivent payer. C'est plus des commerçants ambulants, par définition, puisque c'est des commerçants sédentaires. Et c'est des loyers élevés, des charges élevées. Ils se mettent à faire ce que fait la grande distribution, c'est-à-dire la climatisation au demi-degré près pour que les gens soient confortables, soient à l'aise, etc. Et puis, en fait, ça coûte cher et finalement, les prix augmentent. Et c'est pas sûr qu'à la fin, c'est vrai que c'est une tentation, mais on voit quand même beaucoup d'échecs dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ils sont en train, j'ai parlé avec Biltoki il y a quelques jours, ils sont en train de refaire un petit peu leur modèle économique pour se diriger davantage vers la restauration et un peu moins vers la vente de produits. Finalement, quand on regarde quand même, le marché n'est pas tant en déclin que ça. Dans les villes moyennes, il y a 2-3 jours parfois de marché par semaine. Oui. Ça marche plutôt bien. Alors oui, quand même, il marche plutôt mieux il y a quelques années. L'alimentaire, ça fonctionne bien. Alors là aussi, on a peu de chiffres, mais les consultants spécialisés le disent. Quand on regarde quand même, dans les années 80, il y avait 400 000 commerçants non sédentaires. Aujourd'hui, il y en a 180 000 ou 160 000. Donc ça a quand même baissé sur le long terme. Mais c'est vrai que ça reste vivace, et tant mieux. Et je pense que c'est une des raisons, c'est qu'on a là une réponse à la solitude urbaine. On a une possibilité de se croiser, de se rencontrer, d'écouter les commandes des autres. Ça, c'est intéressant d'écouter la commande des autres, parce que d'abord, on risque de prendre la même chose. Il nous a conseillé le bleu de Brest, mais on va faire pareil. Et puis en plus, on est en phase, on peut commencer à discuter, à avoir des petites discussions. On a des copains de marché avec lesquels on n'a pas besoin de fixer de rendez-vous. Voilà, si vous avez un prêt pour faire vos courses, n'hésitez pas à aller à Lyon voir Olivier Razon. Il vous aidera en tout cas sur les marchés. Merci beaucoup, Olivier Razon. Votre livre, On n'a que du beau, le marché, ingrédient d'une société heureuse, paru chez Éco-Société, est à lire, bien sûr, en cet été où il y a tellement de marchés. C'est vrai qu'on passe notre temps sur les marchés. Merci d'être passé ce soir. Merci à vous. Allez, passons maintenant à notre débat. Une menace existentielle pour notre pays. Cette phrase est signée par le ministre de l'Intérieur en avant-propos du dernier rapport de l'Office anti-stupéfiants. La France serait désormais gangrénée par le trafic de drogue, avec une consommation en hausse et des narcotrafiquants de plus en plus implantés. Alors, est-il encore possible d'endiguer le phénomène ? Peut-on livrer une guerre contre les trafiquants sans s'attaquer aux raisons d'une si forte demande ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. C'est un phénomène de grande ampleur qui touche désormais tout le territoire. Le trafic de drogue explose. C'est la conclusion d'un rapport de l'Office anti-stupéfiants qui a fuité dans la presse. En déplacement dans un commissariat parisien il y a quelques jours, Bruno Retailleau avait affiché sa détermination à lutter contre ce phénomène. Le point commun à ces phénomènes d'ensauvagement, bien souvent, c'est le fléau du narcotrafic.
Et il a trouvé malheureusement, pas seulement dans les grandes villes, mais dans les villes de province, et y compris en milieu rural, qui étaient des zones et des régions plutôt tranquilles, un nouveau marché. La consommation explose en France. 3,7 millions de Français ont déjà touché à la cocaïne. Plus d'1 million l'auraient déjà fait l'an dernier. C'est près de 2 fois plus qu'il y a 4 ans. On voit que les personnes qui consomment de la cocaïne ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a des personnes des actifs, des personnes qui travaillent, qui prennent de la cocaïne pour tenir. La production mondiale est en hausse. Et la France, avec ses 5500 km de côte, l'aéroport Charles de Gaulle, le plus grand d'Europe, ses territoires d'outre-mer et son réseau d'autoroutes, est aussi une terre de transit et d'innovation. L'imagination est au pouvoir. On a eu la cocaïne pressée qui fait la coque de la valise. On a eu de la cocaïne noire, donc un petit peu comme du cacao, du café. On a eu évidemment, dans les fruits et légumes. Un phénomène qui dope les chiffres de la criminalité, selon le rapport. L'an dernier, 367 assassinats ou tentatives de meurtre en lien avec le trafic de drogue ont eu lieu en France, soit 1 par jour. Signe que le phénomène se propage sur le territoire, les actes ont eu lieu dans 173 villes différentes, contre 161 l'année précédente. L'an dernier, le gouvernement lançait en grande pompe les opérations dites Place Net XXL. En juin, la loi visant, je cite, à sortir la France du piège du narcotrafic a été promulguée. Pour quel résultat ? Malgré l'arsenal législatif et les contrôles renforcés, les narcotrafiquants font-ils régner leur loi dans certaines parties du pays ? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Mathieu Zakrzewski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé et spécialiste des politiques de sécurité au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Selon vous, le narcotrafic génère de la violence, notamment à travers la compétition entre les villes petites et moyennes. Le nouveau territoire de conquête des narcotrafiquants, dites-vous, c'est la France des villes de 50 000 habitants. À vos côtés, Fabrice Risoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'École des hautes études internationales et politiques, spécialiste de la grande criminalité et des mafias, président de l'association Crime Halt. Selon vous, les zones de trafic sont devenues hors de contrôle pour les élus locaux, mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent rien faire, même s'il y a encore des réformes à faire pour être plus efficaces contre les narcotrafiquants. Et puis Violette Lazare, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service enquête au Nouvel Obs. Vous avez coécrit avec Philippe Lanier le documentaire Vendetta, qui est disponible, on peut le voir encore sur la plateforme France.tv. Selon vous, tout ce qui est lié au narcotrafic, l'argent, le bling, le côté rebelle, est devenu attractif pour certains jeunes. Une partie de la pop culture les incite à franchir les limites de l'interdit. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le mot du jour. 2, pour être précis, tsunami blanc. L'expression a été reprise un peu partout, mais c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le premier qui l'a utilisé. Il l'avait choisi pour décrire la prolifération notamment de la cocaïne sur tout notre territoire. Près de 38 tonnes saisies sur les 6 premiers mois de l'année. C'est une augmentation de 40%. Alors, tsunami blanc, comme si la France était soudain noyée sous la drogue. L'image est parlante. Mathieu Zakrzewski, est-ce qu'elle est pertinente pour autant ? Alors, bon, c'est évidemment une expression qui est très imagée, c'est une formule choc. Après, ce qui ressort de différentes sources, de différentes enquêtes, des terrains d'études que j'ai pu mener moi-même, c'est effectivement l'expansion de ces trafics sur des territoires qui jusqu'ici étaient très préservés. Jusqu'ici, quand on parlait de trafic de stupéfiants, on pensait surtout aux grandes agglomérations, aux banlieues, aux grands ensembles en fait, des grandes villes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'implantation, comme vous l'avez dit en introduction, dans des villes qui vont faire 20, 30, 40, 50 000 habitants, avec parfois des phénomènes où ces groupes issus de ces grandes agglomérations vont aller tester des marchés ailleurs. Parce que on le sait, la consommation est extrêmement importante. Je crois qu'on vient de l'entendre, il y a plus d'1 million de personnes qui ont consommé de la cocaïne l'année dernière. Il y a aussi plus de 5 millions de personnes qui ont consommé du cannabis. Donc en fait, ça devient un produit de consommation de masse. Et il n'y a pas de raison que ce produit ne soit pas consommé ailleurs que dans les grandes villes. Donc du coup, on cherche à s'implanter là où il y a de la clientèle. Fabrice Risoli, pourquoi la France est-elle à ce point touchée ?
Alors pour 2 raisons. La première, c'est que les cartels colombiens ont décidé de faire exploser leur production depuis une dizaine d'années. Donc on a, selon les enquêtes de l'ONU, une augmentation de la production de cocaïne. Elle est corrélée au nombre de saisies qui linéairement augmente depuis 2014. Et ceci rend la cocaïne beaucoup plus accessible et disponible. Accessible, ça veut dire qu'elle est plus facile à trouver. Et donc la baisse du prix en fait partie, accessibilité. Et la disponibilité, c'est qu'il y en a beaucoup sur le marché. Donc ils ont décidé d'inonder l'Europe. Ils ont un marché saturé aux États-Unis. Ils cherchent à saturer le marché en Europe. Donc, tant que le marché ne sera pas saturé, je pense qu'on aura une augmentation de la consommation. C'est ce que disent les enquêtes de consommation qui, pour une fois, sont faites en valeur absolue. D'accord. On a beaucoup joué à se faire peur en disant qu'on consommait plus, mais on est aussi plus nombreux. On a pris 10 millions d'habitants en 20 ans, donc il faut faire attention. Mais là, en valeur absolue, c'est certain. Voilà. Donc, c'est aussi une stratégie donc, de la part des organisations criminelles qui produisent la cocaïne ou la font venir. Et pourtant, on va le voir avec vous, Natacha, c'est assez étonnant. C'est vrai que les points de deal traditionnels, les points de vente physiques, en fait, sont en baisse. On en dénombre aujourd'hui 2729 sur le territoire. C'est 32% de moins qu'en 2022. Alors, comment expliquer justement ce paradoxe ? C'est peut-être pas un paradoxe, mais plutôt une mutation. Les modes de distribution se dématérialisent. Selon une note de police du 30 juillet, la livraison de drogue à domicile est en plein essor. Les clients passent commande sur Snapchat ou sur des messageries cryptées, WhatsApp, Telegram. Ce phénomène, on l'appelle Uber Sheet ou Uber Coke, commander un taxi, se faire livrer une pizza ou de la cocaïne, l'ubérisation du monde touche même le marché de la drogue. Alors, cette tendance, elle n'est pas nouvelle quand même. Oui, alors, c'est vrai qu'elle s'est développée avec le Darknet en 2010, mais la numérisation du trafic a pris de l'ampleur depuis le Covid et les confinements. Aujourd'hui, elle s'amplifie, elle prend de nouvelles formes avec des méthodes de distribution, disons, innovantes. Le trafic peut par exemple se structurer autour de locations Airbnb, c'est le Airbnb, détourner des boîtes à clés, le Airbnb Coq. On peut peut-être que vous-même, sans être un consommateur, vous avez déjà reçu des textos promotionnels, indiqués neige, marido, avec les tarifs et même un répondez stop si vous n'êtes pas intéressé, avec donc des listes de téléphones qui circulent. Alors cette ubérisation du marché de la drogue touche toute l'Europe. Violette Lazare, l'essor de ces nouveaux points de deal numériques, est-ce que ça risque pas d'être plus difficile à démanteler ? Si, c'est certain. Disons qu'aujourd'hui, l'attention qui est mise par les autorités, le focus a été de démanteler les points de deal, comme vous l'avez dit. Donc effectivement, ils ont diminué. Après, cette diminution, on le voit bien avec les nouveaux chiffres, ça n'a absolument pas entamé le volume du trafic de cocaïne sur le territoire. Et de toute façon, j'ai envie de dire, là, aujourd'hui, il y a la dématérialisation, il y a les chaînes Telegram, il y a les livraisons à domicile, il y a le dealer qui va s'installer dans les villes, les petites villes en Normandie parce qu'on sait que là-bas, il y a une grosse consommation. Enfin, il y a eu des interpellations, il y a eu des enquêtes judiciaires là-dessus, donc on le sait. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une adaptabilité assez effarante de tout ce qui est lié au trafic. Bon, c'est lié à la manne financière qui s'en dégage, évidemment. Donc, à partir du moment où il va y avoir des moyens de démanteler les réseaux, même s'ils sont dématérialisés, il y aura d'autres choses qui seront inventées. Enfin, là-dessus, c'est assez clair. À chaque fois, on voit bien, il y a des nouveaux modes d'acheminement qui sont trouvés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette dématérialisation, ça permet d'échapper un petit peu. Enfin, pour l'instant, c'est un peu un trou dans la raquette des autorités, mais ça le restera certainement pas. Le fait qu'il y ait comme ça plus de zones blanches en France, Mathieu Zagrodzki, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi la hausse de la criminalité un peu partout ? La criminalité liée et les violences liées effectivement au narcotrafic sont plutôt en hausse, encore une fois, sur des zones inhabituelles. Alors, je ne veux pas stigmatiser telle ou telle ville, mais par exemple, il y a 15 jours, il y a une personne, un jeune homme qui a été retrouvé mort à Montargis, qui est une agglomération qui fait au total une cinquantaine de milliers d'habitants. Alors, l'enquête n'a pas encore établi avec certitude le lien avec les stupéfiants, mais en tout cas, une quantité de stupéfiants a été trouvée sur la personne. Et ce qui remonte des services d'enquête, que ce soit police ou gendarmerie, c'est que effectivement, on a désormais
soit des fusillades, avec voilà, l'usage d'armes à feu, soit des violences très graves dans des territoires qui, encore une fois, étaient préservés. Pour une raison extrêmement simple, hein, encore une fois, c'est que ce sont des nouveaux marchés, ce que je disais tout à l'heure, les villes petites et moyennes, ce sont des territoires à conquérir, et donc il y a une compétition spatiale entre des groupes criminels et des groupes délinquants pour les acquérir. Ce qui est impressionnant, c'est le terme que Hélène nous avait employé, c'est-à-dire vraiment zone blanche, hein, c'est le terme employé dans le rapport, c'est-à-dire zone blanche comme on l'a d'habitude sur les portables, c'est-à-dire que là, c'est précisé dans ce rapport de l'Office français anti-stupéfiants qu'il n'y aurait aucune zone en France où on ne peut pas se procurer de la drogue. Oui, alors, ça fait 30 ans que je fais des recherches là-dessus. Et en fait, par exemple, l'héroïne et le cannabis étaient totalement accessibles et disponibles dans les campagnes il y a 30 ans. D'accord. Simplement, il était souvent le fait de consommateurs-revendeurs qui allaient chercher une partie de l'héroïne, par exemple, à Rotterdam, et ça se passait plutôt bien. Ce n'était pas des organisations criminelles, comme on le voit. La cocaïne a cette spécificité que la plus-value, l'argent qu'elle rapporte, est un peu plus élevé que le cannabis. Donc, les compétitions sont exacerbées. Et ensuite, évidemment, à partir du moment où vous avez des organisations criminelles qui commencent à être assez puissantes, à Marseille, le phénomène nouveau, par exemple, c'est qu'ils fondent sur des villes. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui était de Marseille n'allait pas faire le coup de pistolet à Nîmes. Aujourd'hui, un clan peut avoir envie de récupérer son business, appelle la DZ Mafia, se fait aider pour monter à Nîmes, et ça donne des fusillades à coups de Kalachnikov, et parfois d'ailleurs avec des victimes innocentes. Il faut le rappeler, il n'y a pas que les gens impliqués dans le trafic qui meurent en France. Violette Lazare, on parle dans ce rapport quand même, une autre expression de contre-culture. C'est un peu une expression qu'on a entendue et qu'on entend depuis des années. C'est une réalité. Oui, juste peut-être, je vais répondre à votre question, mais juste avant d'y arriver, je trouve ça intéressant de dire aussi qu'il y a une dématérialisation il y a une espèce de RH, en tout cas, qui se fait de façon dématérialisée dans le trafic de stuc et qui explique aussi pourquoi il n'y a plus de zone blanche en France. C'est-à-dire qu'on va aller recruter, via les réseaux aussi, via Telegram, via Snapchat, etc., une espèce de masse de personnes qui sont prêtes à travailler pour le trafic de stup, qui cherchent de l'argent, qui n'ont pas de qualification, qui viennent de Marseille, de n'importe où en France, et qui vont faire un peu un tour de France des réseaux, et qui, à partir de là, vont être aussi très vulnérables. Il ne faut pas oublier ça. Alors certes, d'un côté, ils vont chercher de l'argent, ils vont être embauchés par les réseaux, mais après, ils vont devenir en quelque sorte prisonniers des réseaux. Et pour quelques centaines d'euros, parfois, ce n'est pas des dizaines de millions, ce n'est pas ça qu'ils sont payés, ils vont être on voit à l'écran la grille de salaire, entre guillemets, des petits sur les trafics de drogue. C'est ce qu'on appelle les jobeurs. Les jobeurs, voilà. Il y a un fantasme aussi là-dessus. Donc il y a des jobbers, effectivement, mais il y a aussi des tueurs. Est-ce que c'est d'autant plus facile à employer par rapport justement à cette culture que l'on développe, cette contre-culture, comme vous le disiez, sur le bling, le luxe, la facilité, l'accès facile à l'argent ? Oui, alors cette contre-culture, elle est effectivement citée dans le rapport qui est fait récemment par les autorités, là, qui a été publié ce week-end, qui a été publié, pas à destination du grand public, mais en tout cas à usage interne, par de contre-culture. Cette contre-culture, c'est un peu flou, c'est un peu vague comme terme, donc à quoi ça peut renvoyer ? Moi, pour le coup, je pense, pour avoir vu dans mes enquêtes que j'ai menées pour l'Obs, pour avoir pu voir des témoins, en fait, au cours des gardes à vue, qui disent moi c'est ça qui m'a attiré, c'est plutôt ça. Il y a cette image qui est renvoyée, je pense, par les séries, par exemple, par les films. On voit que tous, ils ont des noms de code quand ils sont sur les réseaux, justement, ils s'appellent tous avec les noms des patrons des cartels colombiens, ou alors ils font référence aussi parfois à la mafia italienne. Bien sûr. Et donc voilà, tout ça, c'est en fait un imaginaire voilà, une essence dont il se nourrit. Il y a le rap, on ne peut pas quand même nier que tous les rappeurs aujourd'hui, dans leurs clips, ils se mettent en scène. Il y a tous les codes du narcotrafic, en tout cas, qui sont... Certains, pas tous, on va dire. Pas tous, enfin, en tout cas, ceux qui sont écoutés le plus. Et puis, c'est un marché qui rapporte quand même de l'argent, 7 milliards d'euros, ce marché de la drogue. Alors, comment frapper les dealers au porte-monnaie ? Catherine Vautrin, la ministre, a bien une idée. On la regarde. Je vous rappelle que narcotrafiquant, c'est pas une activité légale. Donc officiellement, ces gens-là n'ont pas de boulot. Donc officiellement, ils cherchent du boulot, ils sont au RSA. Dès lors qu'ils sont évidemment arrêtés, condamnés, on récupère le RSA, et je veux même trouver un morceau de texte législatif pour mettre de la CSG là-dessus. Moi, je veux mettre de la CSG, c'est de l'argent indûment gagné. Alors, si on impose la CSG, ça voudrait dire que le dealer, être trafiquant, c'est donc un métier. Il y a quelque chose d'assez surréaliste, là, Fabrice Risoli. Oui, alors ils sont déjà taxés à 9%.
parce que les activités illicites, depuis une quinzaine d'années, sont effectivement taxées. Le problème, c'est que sur le narcotrafic, c'est pas le bon angle, il n'y a pas que moi qui le dis, un magistrat l'a répété hier. Normalement, on a déjà procédé au maximum à la confiscation de son patrimoine. Il ne reste plus beaucoup aux impôts pour récupérer quelque chose, à de rares exceptions près. Et ça ressemble à une mesure encore du bas du spectre, priver les allocations familiales et tout. Très bien, très bien. Mais il y a des méthodes de confiscation beaucoup plus efficaces qui viennent d'Italie et qui sont pratiquées en Irlande ou ailleurs, des confiscations sans condamnation pénale des propriétaires, parce que le problème, c'est qu'on confisque très peu d'avoirs dans le trafic de stupéfiants. Ça représente à peine 10% des confiscations en général. Pourquoi ? Parce que les policiers sont obsédés par le produit, ils ne veulent que confisquer la drogue, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, il y a un déficit d'officiers de police judiciaire en France, il y a un déficit de magistrats, on a 2 fois moins de magistrats que la moyenne de l'OCDE, et donc il faut améliorer les processus de confiscation. On a proposé à Crimalt, aux parlementaires, ça a été refusé lors de la loi narcotrafic. Mathieu Zagorski, sur cette proposition de la ministre, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors je ne vais pas me prononcer sur le taux, non, mais sur le fait qu'en effet, est-ce que c'est un métier comme un autre ? Est-ce qu'on peut ponctionner davantage ? Est-ce que c'est ce qui marche finalement ? Comment dire, le point de vue des autorités, c'est de dire que ce sont des flux financiers, ce sont des revenus, et donc les revenus sont taxables. Après, plus globalement, évidemment que s'attaquer au porte-monnaie est l'une des méthodes qui marche, ou en tout cas devrait être appliqué. Disons que le trafic de stupes, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect vraiment voie publique, ce sont les points de deal, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, ce qu'on appelle communément les fours, avec toutes les nuisances que cela engendre. C'est une organisation. Donc vous avez les petites mains sur le terrain, vous avez des semi-grossistes, des fournisseurs, des transporteurs, et puis vous avez des flux financiers qu'il faut écouler et blanchir. Et ça, c'est un angle qui est évidemment essentiel, c'est non seulement confisquer les avoirs des criminels, mais en fait vous avez tout un éventail de commerces, tout un éventail en fait de boutiques, de barbiers, de téléphonie mobile, de snacks, etc., qui génèrent très très peu de chiffre d'affaires et en fait servent à blanchir l'argent de la drogue. Et donc s'attaquer à ça, c'est compliquer la vie, des trafiquants. Alors, et là, je vais au-delà de la proposition de Madame Vautrin. Évidemment, les flux financiers, c'est le nerf de la guerre dans la question de la criminalité organisée. Violette Lazare, justement, est-ce que l'isolement des trafiquants en prison, c'est une bonne idée ? L'isolement en prison, en fait, le principe de la prison est quand même d'isoler normalement les personnes qui y sont détenues. On voit aujourd'hui, dans plusieurs dossiers, ces dernières années, que c'est absolument pas le cas, c'est-à-dire qu'ils jonglent avec les téléphones portables. On va s'arrêter au téléphone portable parce qu'à quoi ça leur sert ? Ça leur sert à continuer à diriger les réseaux. Même pire, ça leur sert à continuer à commanditer des assassinats. Donc évidemment que l'isolement des trafiquants en prison, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la base à laquelle aujourd'hui on ne peut pas répondre pour plusieurs raisons. Il y a la surpopulation carcérale, il y a aussi les brouilleurs qui sont censés être installés qui ne marchent pas. Il y a le pouvoir corruptif énorme des narcotrafiquants. Encore une fois, la manne financière qui est dégagée par le trafic permet de corrompre les agents pénitentiaires, mais aussi des greffiers, mais aussi des policiers, ce qui permet de faire entrer en prison tout un arsenal en fait, qui leur permet de continuer leur activité. Donc oui, isoler les plus gros trafiquants en France aujourd'hui, effectivement, ça peut amener à un arrêt de leur activité. Grâce à nos archives, on va voir que le sujet n'est pas nouveau. Bien sûr, on l'a dit depuis le début. En 1983, la télévision française découvre que les soirées mondaines se repeignent le nez en blanc. La cocaïne, vous allez le voir, est à la mode. New York, San Francisco et aujourd'hui Paris, la vague de la cocaïne a désormais gagné la France. Et si on estime que 15 millions d'Américains en ont déjà pris, c'est près de 2 millions de Français qui en auraient déjà goûté. Cela malgré les efforts des policiers de l'Office central de répression des stupéfiants qui saisissent près de 110 kilos par an. Achetée 10 000 francs le kilo, la cocaïne est revendue sous forme de petits paquets d'1 gramme, pas moins de 600 francs. Pour ce prix-là, les consommateurs s'offrent le plaisir de manipuler les cristaux, de les écraser pour pouvoir tirer une ligne qu'ils aspirent par le nez à l'aide d'une paille. Sniffer, c'est le dernier geste à la mode dans les soirées mondaines. Voilà, nous étions en 1983, ça a un peu changé. Aujourd'hui, c'est normal, on est à une autre échelle, Mathieu Zagorski. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on le voit,
Parler aussi des consommateurs, comme l'a fait le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, notamment sur le cannabis. Le joint, ça a le goût du sang, hein, ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Est-ce que ça fonctionne aussi, puisqu'on le sait, la consommation est très importante en France. On est le premier pays d'Europe. Oui, la consommation, elle est très importante, alors que sur le papier, on a l'une des législations les plus répressives d'Europe. Alors c'est vrai que ce qui a beaucoup été mis en avant en dehors des opérations place nette, dont il a déjà été question, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. C'est le fait de sanctionner sur place immédiatement le consommateur qui vient d'acheter de la drogue ou qui est pris en train de consommer. Alors, il y a plusieurs difficultés avec ça. La première, c'est le taux de recouvrement. C'est qu'on est sur des taux de recouvrement qui doivent être autour de 30% de ces amendes. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de conditions en fait, à remplir pour que l'amende soit perçue immédiatement. Alors, il faut que la personne soit majeure, il faut que l'identité de la personne soit établie avec certitude. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, alors, l'idée selon laquelle, si on stoppe la consommation, si on tarit la demande, forcément, il y aura moins d'offres. Oui, c'est assez logique. La difficulté, c'est qu'encore une fois, on est face à un marché qui concerne, alors je vais faire une approximation, 6 millions de personnes si on ajoute le cannabis et la cocaïne. Voilà. Sachant qu'il y a évidemment des polyconsommateurs, c'est pour ça que je dis que je fais une approximation. Il y a aussi un sujet de santé publique, de prévention. Ça ne peut pas passer que par l'attaque répressive en fait, du consommateur. Fabrice Rizzoli, c'est vrai, cette responsabilité individuelle du consommateur, elle est aussi à prendre en compte ou c'est anecdotique ? Non, j'y crois pas trop. Un monde sans drogue n'existe pas. J'étais chercheur à l'Observatoire géopolitique des drogues et toutes les sources nous disent que la drogue existe. Au moins, le cannabis mériterait d'arrêter sa prohibition telle qu'elle est organisée maintenant. Ça pourrait permettre un moyen de test. Les enjeux, c'est que ça ne ferait pas diminuer finir le trafic. Mais au moins, la personne qui voudrait se procurer du cannabis ne le ferait pas au niveau d'un trafiquant, et tous les pays qui ont légalisé, en gros, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qui est totalement ignorée. Et puis alors, vous parliez des problèmes de santé publique. Partout où on a même dépénalisé, ce n'est pas une légalisation. On prend toujours l'exemple du Portugal, mais c'est très important. La consommation problématique, y compris de drogue dure, d'héroïne, la consommation problématique d'héroïne, a diminué. C'est dans tous les rapports internationaux, et même le chef de la police judiciaire, à Lisbonne ou à Denver au Colorado, qui était un prohibitionniste, aujourd'hui ne veut plus revenir en arrière. Oui, ça vient rapidement sur le fait de parler des consommateurs, aux consommateurs comme ça, de ne pas finalement véritablement s'adresser d'une manière aussi sanitaire presque. Est-ce que c'est important aujourd'hui peut-être d'aller sur ce volet? Est-ce que les pouvoirs publics devraient y aller? Oui, de toute façon, c'est une grosse critique qui est faite aujourd'hui au gouvernement, même au projet de loi de lutte contre le narcotrafic, qui est devenu une loi. C'est-à-dire qu'il ne prévoit absolument aucun volet sanitaire, aucun accompagnement des consommateurs, aucune explication, même des conséquences qu'a leur consommation. Et je pense que c'est vraiment un terrain sur lequel ils ne vont pas et sur lequel il ferait bien d'y aller dans les prochains mois. Très bien, c'est noté. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 pour débattre de ce sujet. Dans un instant, avec Quentin Darmon et Marjorie Delson, on va changer de sujet. Nous verrons comment la bombe atomique a fait naître Godzilla, avant de partir aux États-Unis où s'est créé un village réservé aux personnes blanches. Oui, ce genre d'initiative existe donc encore au XXIe siècle. Avant ça, prenons la direction du beau pays de la culture générale avec un guide qui connaît parfaitement son affaire, Victor de Quiver. C'est de quoi il parle et vous allez voir qu'une nouvelle fois, c'est garanti sur facture. Ce soir, vous dînerez moins bête. Pourquoi les poupées sont-elles si terrifiantes? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1907, une poupée de chiffon prend vie, écartèle, puis dévore un petit garçon dans The Doll's Revenge. Premier court-métrage d'horreur mettant en scène un jouet meurtrier, il inaugure un genre qui ne cesse depuis de nous terrifier. Mais pourquoi ces objets inoffensifs nous glacent-ils autant le sang? La réponse se cache dans la vallée de l'étrange. C'est le nom d'une théorie formulée par un roboticien japonais en 1970. Il explique que plus un objet ressemble à un humain, sans en être tout à fait un, plus il nous met mal à l'aise. Les poupées, avec leurs yeux fixes, leur bouche figée et leur peau artificielle, se situent exactement dans cette zone d'inconfort. Elles sont à la fois familières et profondément étrangères. En 1988, le film Jeu d'enfant introduit Chucky, une poupée rousse possédée par l'âme d'un tueur en série. « Salut, je suis Chucky, tu veux jouer ?» susurre-t-elle avant de poignarder ses victimes. Le jouet devient le reflet de nos pires instincts, s'amusant de notre animisme naturel, cette tendance qu'on a de projeter des émotions sur des objets inanimés. Le succès est tel que Chucky aura plus de 6 suites. Plus
Plus subversif encore, les poupées. Dans ce film de 1987, les rôles sont carrément inversés. Les poupées tueuses y deviennent des justicières punissant les humains voleurs, les parents négligents et autres individus méprisables. L'originalité du film, nous faire préférer ces monstres à leurs victimes humaines. En 2013, Annabelle révolutionne le genre. Contrairement à ses prédécesseurs, cette poupée tueuse reste statique et silencieuse. Elle agit comme un conduit démoniaque, manipulant les objets et les humains pour accomplir ses crimes. Et cette immobilité volontaire la rend d'autant plus terrifiante. Au fond, ces jouets possédés révèlent notre peur ancestrale, et si ce que nous créons pour nous rassurer finissait toujours par nous détruire. Voilà, vous tremblerez moins bête. Merci de nous rassurer ainsi, Victor Dequiver. Allez, il est temps de les retrouver maintenant. Quentin Darmon et Marjorie Adelson. On commence avec vous, Quentin. On commémore demain le 80e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Et c'est l'occasion de parler d'un gros lézard, et oui, un monstre de cinéma, miroir des angoisses de la société japonaise de l'après-guerre. Oui, lorsque Godzilla émerge des eaux pour la première fois en 1954, le Japon tente difficilement de cicatriser. Personne n'a oublié la date du 6 août 1945, il y a 80 ans. Hiroshima puis Nagasaki, le 9 août, sont rayés de la carte. Les deux bombes nucléaires américaines font des dizaines de milliers de morts, sans compter les victimes des radiations. Le réalisateur Ichiro Honda, ancien soldat de l'armée impériale, veut exorciser le traumatisme. Il lui donne un visage et un nom monstrueux. Gojira, c'est la contraction de gorille et de baleine en japonais, un énorme lézard sous-marin réveillé par des essais nucléaires qui sèment la terreur jusqu'à détruire totalement la capitale, Tokyo. Gojira fait directement référence aux mythologies ancestrales nippones, la colère de la nature provoquée par l'imprudence des hommes. Alors Quentin, l'énorme lézard n'apparaît que 9 minutes à l'écran dans le film, mais il va laisser une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Un Japonais sur 10 l'aurait vu au moment de sa sortie, et nombreux sont ceux qui quittent la salle en pleurant. Aux États-Unis, les distributeurs ne s'y trompent pas. Gojira devient alors Godzilla. Les Américains décident tout de même de gommer le message politique du film et son ton anti-nucléaire. Les suites s'enchaînent, se veulent plus légères. Godzilla fait la rencontre d'autres créatures préhistoriques, comme par exemple Anguirus, qui est un ankylosaure, comme chacun sait. Il affronte King Kong dès 1962, puis Godzilla se mue en grand protecteur de l'humanité contre King Ghidorah, un dragon à 3 têtes. Une évolution qui suit celle du Japon lui-même, entré dans une ère de forte croissance économique à partir des années 60. Alors, 38 films, des centaines de dessins animés plus tard, Godzilla, il fascine toujours autant. Oui, il demeure une icône incontournable de la pop culture mondiale, comme en témoignent ces milliers de fans venus du monde entier. C'était fin juillet au festival Comic-Con de San Diego, tous venus fêter les 70 ans de la bête. Godzilla n'a pas pris une ride, car il sait se réinventer. En 2016, dans Godzilla Résurgence, le monstre naît des cendres de la centrale de Fukushima, théâtre d'un accident nucléaire en 2011, tandis que Godzilla Minus One reprend le message humaniste du premier film en 2023. Godzilla a presque toujours quelque chose à dire dans sa version japonaise. C'est peut-être un peu moins le cas aux États-Unis, qui misent avant tout sur le grand spectacle. Et ça fonctionne, 570 millions de dollars de recettes pour le dernier opus, sorti en 2024. Il n'y a donc aucune raison que Godzilla retourne dans sa grotte. Rendez-vous en mars 2027 pour découvrir la suite Godzilla Kong Supernova. Ah oui, carrément, oui. Ça va être terrible. On embrasse Godzilla, en tout cas. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Marjorie, avec vous, on part direction des États-Unis, où un village fait polémique, car il est réservé aux personnes blanches. Oui, un mini-apartheid version 2025. Voilà à quoi ressemble le projet Return to the Land, en français Retour à la Terre. Alors, c'est un plan ubuesque, mais bien réel. C'est ce qu'a pu constater la chaîne anglaise Sky News, qui s'est rendue sur place il y a quelques jours. Bienvenue donc au fin fond de l'Arkansas, dans la région des Ozarks. C'est là que le fondateur, un certain Eric Orwell, a décidé de monter son projet. 65 hectares de terrain sur lesquels vivent une quarantaine d'habitants. Alors, ils construisent eux-mêmes le village depuis un peu plus d'1 an. On y trouve des maisons, une école et même un centre d'activité. Alors jusque-là, vous allez me dire rien de très original, sauf que vous n'y croiserez aucun noir, aucun juif, aucun latino et aucune personne homosexuelle. Pourquoi ? Eh bien, écoutez son fondateur, vous allez comprendre. You want a white nation? Build a white town. It can be done, and we're doing it.
Voilà, l'objectif du village est d'être, je cite, une forteresse pour la race blanche. Elle serait toujours, selon lui, menacée de disparition. Ce village aurait donc pour but de conserver l'héritage européen des Américains. Des propos qui s'inscrivent dans la mouvance identitaire, marquée par la peur des évolutions démographiques. Alors, c'est pas nouveau, c'est une thématique que l'on retrouve un peu partout dans les discours d'extrême droite et pas que aux États-Unis. Mais ça veut dire que ce projet est légal ? Eh bien, en fait, près de 60 ans après la mort de Martin Luther King et la fin de la ségrégation raciale, spontanément, on a tendance à dire non. D'ailleurs, le Fair Housing Act de 68 interdit la discrimination au logement sur la base de la race, du sexe, de la couleur, de la religion ou du handicap. Sauf que dans la réalité, eh bien, ça n'est pas si simple. Le fondateur Eric Orwell a donc trouvé un moyen de contourner la loi. Comment ? En inscrivant le village sous le statut d'association privée. Cela lui permettrait justement d'échapper à cette fameuse loi de 68. D'ailleurs, ce Eric Orwell, eh bien, il est prudent. Il n'existe aucune charte écrite qui stipule que les personnes non blanches sont interdites d'accès. La sélection, elle se fait par entretien vidéo, mais le processus, il reste quand même assez opaque. Les habitants, par exemple, mettent en avant la recherche d'un voisinage sécurisé, sans jamais mentionner le désir de vivre sans diversité. Alors, face au tollé, il y a quand même une enquête qui a été lancée par le procureur local. Alors, ce genre d'endroit réservé aux personnes blanches, de village, ça existe aussi ailleurs ? Oui, notamment en Afrique du Sud, un pays qui a lui aussi connu la ségrégation raciale. Pour rappel, l'apartheid n'a été aboli qu'en 1991. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'a été fondée la ville d'Orania par le gendre de l'ancien Premier ministre, idéologue du régime raciste. Voilà, vous le voyez. Cette commune de 2500 habitants existe toujours aujourd'hui et elle n'accueille que des blancs chrétiens et afrikaners dans un pays où, je le rappelle, 90% de la population est noire. Alors, parmi les motifs invoqués, on retrouve, figurez-vous, là aussi, la fameuse recherche de sécurité. Alors, les villageois de l'Arkansas, eux, ils envisagent carrément de s'étendre dans le Missouri avant de créer, disent-ils, un réseau international. L'idée, c'est donc de s'ouvrir au monde pour finalement mieux rester entre soi. Oui, c'est étonnant. Merci beaucoup, Marjorie. Merci, mes amis. À suivre sur Arte, soirée doc, avec la bande à Bader et la prise d'otage à l'ambassade d'Allemagne. Archives, témoignages, retour sur ces 12 heures qui ont tenu l'Europe en haleine en 1975, bien sûr. Ça ne se rate pas. Nous, on se retrouve demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.